40 minutes avant le mariage de ma sœur, le travail a commencé. Ma mère a pris mon téléphone et m'a enfermé dans un débarras. Attends que la cérémonie soit terminée. Ne gâche pas son grand jour, a-t-elle dit. Des heures plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital. Elle me suppliait de ne pas appeler la police jusqu'à ce que mon mari dise tout le monde s'est tu. Je m'appelle Nora Whitfield. J'avais 32 ans lorsque ma mère a pris mon téléphone et m'a enfermé dans un débarras d'hôtel alors que j'étais en train d'accoucher. Tout cela parce que le mariage de ma jeune sœur devait commencer dans 40 minutes. La première chose dont je me souviens après cela, c'est d'avoir ouvert les yeux sous les lumières froides d'une chambre d'hôpital. Mon corps me semblait incroyablement lourd. Quelque chose tirait douloureusement sur mon abdomen à chaque fois que je respirais, et un moniteur à mes côtés marquait chaque battement de cœur d'une douce pulsation électronique. Ma mère, Marion, se tenait près du pied de mon lit. Mon père, Thomas, se tenait derrière elle. Ma sœur, Léla, portait encore le bas de sa robe de mariée, bien que quelqu'un ait jeté un cardigan gris sur ses épaules. Aucun d'eux ne m'a demandé comment je me sentais. Ma mère s'est approchée et a baissé la voix. « Nora, avant que tu ne dises quoi que ce soit, tu dois comprendre que j'essayais d'éviter la panique. S'il te plaît, n'appelle pas la police. » Je l'ai regardé, luttant pour relier ces mots aux derniers souvenirs que j'avais, le sol du débarras contre ma joue et le sang qui se répandait sur ma robe. Puis une autre question s'est frayé un chemin à travers le brouillard. « Où est mon bébé ?» Personne n'a répondu immédiatement. Ce silence m'a fait plus peur que les moniteurs, la douleur ou la demande de ma mère. Avant que je ne puisse redemander, la porte s'est ouverte et mon mari, Adrien, est entré. Sa chemise était froissée, ses yeux étaient rouges, et il y avait sur son visage une expression que je n'avais jamais vue au cours de nos 8 années de vie commune. Il a regardé directement ma mère. Ce qu'il a dit ensuite a mis fin à toutes les excuses qu'elle avait préparées et a plongé toute ma famille dans le silence. Mais le plus terrifiant était que je ne savais toujours pas comment il avait découvert la vérité ni si ce retard avait coûté la vie à notre bébé. Avant de vous raconter comment je me suis retrouvé dans ce lit d'hôpital, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez la vidéo si vous pensez que le mot famille ne devrait jamais être utilisé pour excuser un préjudice délibéré. Car cette journée m'a obligé à décider si préserver la paix familiale valait la peine de risquer la vie d'un enfant. Pour comprendre comment ma mère a pu croire qu'elle pouvait me demander de me taire, il faut retourner à l'hôtel Brie-et-Glen, 40 minutes avant la cérémonie de ma sœur. J'étais enceinte de 38 semaines et 2 jours. Mon obstétricien m'avait prévenu de rester à proximité de soins médicaux et de partir immédiatement si je ressentais des contractions régulières, des saignements ou une rupture des membranes. J'avais répété ces instructions à ma mère et à Léla plus d'une fois. Elle m'avait entendu. Elle croyait simplement que le mariage l'emporterait d'une manière ou d'une autre sur ses consignes. Le Brie-et-Glen était un hôtel historique restauré, avec des parquets polis, de hautes fenêtres et des couloirs de service cachés derrière des portes décoratives. La salle de réception de la cérémonie avait déjà été remplie de fleurs blanches et de chaises dorées. Les invités arrivaient en bas tandis que les prestataires se dépêchaient entre la salle de cérémonie et l'espace de réception. J'avais passé la majeure partie de la matinée dans la zone de préparation de la mariée, à assumer les responsabilités que Léla avait refusé de m'enlever. Chaque fois que je m'asseyais, quelqu'un avait besoin de faire vérifier les alliances, de guider un membre de la famille ou d'obtenir une réponse d'un prestataire. Marion se déplaçait dans l'hôtel avec une carte d'accès temporaire que l'établissement lui avait délivrée. En tant que coordinatrice d'événements de la famille, elle contrôlait le programme, les décorations, les effets personnels sécurisés et presque toutes les décisions prises par chacun. C'est ainsi que notre famille avait toujours fonctionné. Ma mère décidait de ce qui importait. Mon père évitait d'être en désaccord avec elle. Les émotions de Léla devenaient l'urgence de tout le monde. Je devenais la personne censée gérer tout ce qui restait. « Tu en fais trop », m'avait dit Adrien ce matin-là. Il se tenait près de l'entrée de la pièce de préparation, me regardant presser une main contre le bas de mon dos. « J'ai promis à Léla », ai-je dit. « Tu m'as aussi promis de partir si quelque chose n'allait pas, je le ferai. » Il a observé mon visage comme s'il voulait contester cette réponse, mais il savait ce qui se passait chaque fois qu'il affrontait directement ma famille. Ma mère l'accusait de me monter contre eux, et je passais des jours à me sentir coupable d'un conflit que je n'avais pas créé. Adrien a touché doucement mon bras. « Un seul message », a-t-il dit. « C'est tout ce qu'il faut. Je viendrai immédiatement. » J'ai hoché la tête.
Marion est apparue derrière lui avant que je ne puisse répondre. Les invités s'installent, a-t-elle dit. Adrien, tu devais descendre. Nora doit aider Léla pour les derniers préparatifs. Elle a besoin de s'asseoir. Elle est assise. Adrien m'a regardé plutôt que ma mère. Je lui ai adressé ce petit sourire rassurant que j'avais perfectionné des années auparavant. Celui qui disait à tout le monde que je pouvais supporter plus que ce que je n'aurais dû supporter. Il est parti à contre-cœur vers la salle de cérémonie. Léla est sortie de derrière un paravent quelques instants plus tard. Sa robe était parfaitement ajustée, ses cheveux épinglés en place, et son expression s'est crispée lorsqu'elle m'a remarqué appuyé contre une table. « Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Je suis juste là. Parce que maman a dit que la grossesse peut rendre les choses imprévisibles. Ma sœur ne me demandait pas si je me sentais bien. Elle demandait si mon corps avait l'intention de la déranger. Si quelque chose se passe, je te le dirai, ai-je dit. J'ai juste besoin que tu tiennes le coup pendant la cérémonie. Tu pourras te reposer après. Marion l'a entendu. Au lieu de la reprendre, elle a jeté un coup d'œil au programme dans sa main. 40 minutes, a-t-elle annoncé. Tout le monde doit rester concentré. La première contraction est survenue avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Elle a commencé par un tiraillement sous mes côtes et est descendue jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'une bande métallique se resserrait autour de mon abdomen. Je me suis agrippé à la table. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Quand la pression s'est relâchée, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une autre fausse contraction. J'en avais déjà eu, et chacune s'était estompée sans développer de régularité. Puis, une sensation de chaleur a coulé le long de l'intérieur de ma jambe. J'ai regardé le sol. Une tache claire avait assombri le tissu de ma robe. Quand j'ai touché l'intérieur de ma cuisse, il y avait une fine traînée de sang sur mes doigts. L'avertissement de mon médecin m'est revenu à l'esprit avec une parfaite clarté, contraction régulière, perte de liquide, saignement, partir immédiatement. J'ai attrapé mon téléphone. Marion m'a saisi le poignet. « Qu'est-ce que tu fais ? J'ai besoin d'Adrien. » Son regard est passé de mon visage au tissu humide, puis au sang sur mes doigts. Elle comprenait ce qu'elle voyait. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé. Une autre contraction m'a frappé avant que je ne puisse répondre. Je me suis penché en avant et j'ai respiré pour la traverser, en agrippant le bord de la table. Celle-ci était plus forte. Quand elle s'est calmée, mes mains tremblaient. Je dois aller à l'hôpital. Le visage de Léla s'est vidé de ses couleurs. Tout de suite. Oui, tout de suite. Mais la cérémonie commence dans 40 minutes. Je l'ai regardée pendant une brève seconde. Elle avait l'air honteuse. Puis elle a regardé notre mère. L'expression de Marion s'est transformée pour laisser place au masque calme et contrôlé qu'elle portait chaque fois que la réalité refusait de suivre son programme. « Nous n'allons pas faire venir une ambulance dans un hall plein d'invités, » a-t-elle dit. Je n'ai pas parlé d'une ambulance. J'appelle Adrien. S'il revient en courant ici, tout le monde saura que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Baisse la voix. Cet ordre familier a fonctionné sur moi, même alors que je souffrais. J'ai baissé la voix. Marion a posé une main sur mon épaule. Il y a une pièce tranquille au bout du couloir de service, a-t-elle dit. Tu peux t'y asseoir pendant que je contacte Adrien. Nous te ferons sortir par la sortie latérale sans effrayer Lélanie alarmée 200 personnes. J'aurais dû refuser. J'aurais dû appeler Adrien avant de faire un pas de plus. Mais ma mère avait contrôlé chaque crise dont je me souvenais. Même quand je n'étais pas d'accord avec ses méthodes, une partie de moi croyait encore qu'elle ne me mettrait pas sciemment en danger physique. Je l'ai laissé me guider hors de la zone de préparation. Léla est restée près du miroir, une main appuyée sur le devant de sa robe. Elle ne nous a pas suivis. Le couloir de service était plus frais et plus calme que les pièces publiques. La musique de la salle de réception ne nous parvenait que sous la forme d'une vibration étouffée à travers les murs. Marion marchait vite. J'ai dû m'arrêter au milieu du couloir lorsqu'une autre contraction a saisi mon corps. Elle a regardé vers les portes de la salle de cérémonie plutôt que vers moi. Nous perdons du temps. Je vais avoir un bébé, maman. Ce n'est pas quelque chose que je te fais subir. Je le sais, a-t-elle dit avec impatience, et non par inquiétude. Au bout du couloir,
elle a plaqué son badge temporaire contre un lecteur situé à côté d'une porte grise. Un voyant vert a clignoté et le verrou s'est débloqué. La pièce située derrière contenait des piles de draps, des cartons de décoration scellés, des supports floraux de rechange, des boîtes de cadeaux et des effets personnels que la famille avait rangés à l'écart des invités. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de téléphone. C'est un débarras, ai-je dit. C'est privé. Assieds-toi une minute pendant que j'appelle Adrien. Je gardais mon téléphone à la main. Je peux l'appeler moi-même. Marion a tendu la main pour le prendre. Je dois lui expliquer où nous sommes pour qu'il ne passe pas par la salle de cérémonie. Je lui dirai. Nora, arrête de rendre les choses plus difficiles. Elle m'a arraché le téléphone des mains avant que je ne comprenne qu'elle ne faisait plus semblant de demander. Maman, je gère la situation. Elle a reculé dans le couloir. Je me suis avancé vers elle, mais une autre contraction m'a obligé à prendre appui sur une pile de cartons. La porte a commencé à se fermer. Attends, je reviens. Laisse la porte ouverte. Marion m'a regardé à travers l'espace qui se rétrécissait. Léla n'a droit qu'à une seule cérémonie. Nora, juste pour une fois. Cela ne peut pas tourner autour de toi. La porte s'est refermée. Une seconde plus tard, j'ai entendu le verrou électronique s'enclencher. Au début, j'ai cru qu'elle avait fait une erreur. J'ai saisi la poignée et j'ai tiré. Elle n'a pas bougé. Maman. Ses pas ont continué à résonner dans le couloir. Maman, ouvre la porte. Elle ne s'est pas arrêtée. J'ai frappé la surface métallique du plat de la main. Maman. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien entendu d'autre que ma propre respiration. Puis sa voix m'est parvenue faiblement de l'autre côté, tu dois te calmer. Je ne peux pas te laisser interrompre la cérémonie. Mon esprit refusait d'accepter le sens de ces mots. Tu m'as enfermé. Je contacte Adrien. Donne-moi mon téléphone et ouvre la porte. Je reviendrai. Quand? Il n'y a pas eu de réponse. Le bruit de ses pas s'est estompé. J'ai tiré à nouveau sur la poignée jusqu'à ce qu'une douleur me traverse le poignet. Puis j'ai fouillé la pièce, cherchant derrière les piles de draps et les cartons s'il y avait une autre porte. Il n'y en avait pas. Le seul filet d'air provenait d'une étroite grille d'aération près du plafond. Les murs étaient épais et la musique à l'extérieur devenait plus forte à mesure que le mariage approchait. J'ai tambouriné contre la porte. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Personne n'a répondu. J'avais passé toute ma vie à m'entendre dire que le contrôle de ma mère était une autre forme de bienveillance. Debout dans cette pièce, j'ai enfin compris ce que sa bienveillance devenait lorsque ma sécurité entrait en conflit avec quelque chose qu'elle valorisait davantage. Une autre contraction m'a jeté à genoux. J'ai respiré comme l'instructeur nous l'avait appris, à Adrien et moi, lors de nos cours de préparation à l'accouchement. Inspirez lentement, expirez lentement. Ne pas lutter contre la pression. Cette pièce n'était pas un hôpital. Adrien n'était pas à mes côtés, et mon téléphone était entre les mains de ma mère. J'ai pressé ma paume contre mon abdomen, reste avec moi, ai-je chuchoté à mon bébé. S'il te plaît, reste avec moi. À l'extérieur de la pièce, Marion a déverrouillé mon téléphone avec le code qu'elle avait appris pendant les préparatifs du mariage. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je l'ai appris plus tard par Adrien et grâce à l'historique des messages conservés sur son téléphone. Le premier message semblait venir de moi, je m'allonge pour un moment. Maman est avec moi. S'il te plaît, n'interromps pas la cérémonie. Adrien a répondu presque immédiatement, tu as des contractions? Où es-tu? Ma mère a envoyé une autre réponse, je vais bien. J'ai besoin d'espace. Ne viens pas me chercher. C'est ce message qui l'a d'abord perturbé. Adrien savait que je minimisais parfois la douleur. Il savait que je détestais faire des scènes, mais il savait aussi que je ne lui dirais jamais de rester à l'écart si le travail avait commencé. Il a appelé. Ma mère a rejeté l'appel. Puis elle a éteint mon téléphone et l'a caché parmi les affaires du mariage. À l'intérieur de la pièce, j'attendais qu'il sonne. Rien ne s'est produit. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge me brûle. J'ai frappé la porte avec la base solide d'un support décoratif, créant un bruit métallique aigu qui semblait assez fort pour résonner dans tout l'hôtel. Pourtant, personne n'est venu.
Mon espoir a commencé à se changer en quelque chose de plus froid. Ma mère ne m'avait pas laissé là quelques secondes le temps de trouver Adrien. Elle m'avait pris la seule chose qui me permettait de le joindre et s'en était servie pour faire passer ma disparition pour un choix volontaire. Elle ne gérait pas l'urgence. Elle la dissimulait. Près de la salle de cérémonie, Léla a demandé à Marion si la situation était sous contrôle. D'après ce que Léla a avoué plus tard, notre mère lui a dit que je me reposais dans un endroit privé et que je ne voulais pas que la cérémonie soit retardée. Léla savait que je souffrais. Elle savait qu'il y avait eu du liquide et du sang. Elle n'a pourtant pas demandé où j'étais. Mon père a seulement entendu dire que je m'étais senti mal et que Marion avait géré la situation. Il a accepté cette assurance sans vérifier. C'était son rôle dans notre famille. Il confondait le fait de faire confiance à ma mère et celui de nous protéger tous. La cérémonie a commencé à l'heure. Je l'ai su parce que la musique étouffée a changé. Il y a d'abord eu le cortège, puis le son sourd de l'officiant qui parlait. Bien que je ne puisse distinguer les mots, je comprenais ce qui se passait derrière le mur. Ma famille ne s'était pas arrêtée. Léla marchait vers l'autel tandis que je restais enfermé parmi les cartons, les draps et les cadeaux de mariage. J'avais passé des années à la protéger des conséquences de ses actes. Je faisais les corvées qu'elle oubliait. Je la défendais quand elle décevait nos parents. Je m'effaçais parce que Marion disait toujours que Léla était plus sensible et que j'étais assez forte pour comprendre. À présent, alors que j'avais besoin que ma sœur quitte sa propre fête pendant 5 minutes pour demander où j'étais, elle a choisi de fermer les yeux. Une douleur soudaine m'a transpercé l'abdomen. Elle était différente des contractions, plus aiguë, constante. En bougeant, j'ai vu du sang sous moi. Pas une traînée cette fois, mais assez pour assombrir le tissu de ma robe et tacher le sol. Mes mains sont devenues froides. Je savais qu'un saignement pouvait signifier un problème avec le placenta. Je savais que mon bébé pouvait manquer d'oxygène. Je savais aussi que chaque minute passée dans cette pièce réduisait nos chances d'obtenir de l'aide à temps. Je me suis forcé à me redresser. La pièce a vacillé. J'ai atteint la porte et j'ai frappé à nouveau, mais mes bras n'avaient plus la même force. « S'il vous plaît », ai-je appelé. Je suis enceinte. J'ai besoin d'aide. Des pas sont passés quelque part dans le couloir. J'ai hurlé. Ils ont continué sans ralentir, engloutis par la musique et les applaudissements provenant de la salle de cérémonie. J'ai glissé le long de la porte. Mon bébé a bougé une fois sous ma main. Puis, pendant ce qui m'a semblé être un laps de temps insoutenable, je n'ai plus rien senti. En bas, Adrien a relu le second message. Ne viens pas me chercher. La tournure ne me ressemblait pas. Tout comme l'idée que j'éteigne mon téléphone après lui avoir dit que je pouvais me sentir mal. Il a quitté son siège et est retourné à l'espace de préparation. Je n'y étais pas. Léla était déjà en pleine cérémonie. Marion l'a intercepté avant qu'il ne puisse entrer dans la zone de service de l'hôtel. « Où est Nora ?» a-t-il demandé. Elle a demandé à être tranquille. « Où ça ?» Elle se repose. « Dans quelle pièce ?» Marion n'a pas répondu directement. Elle lui a dit que j'étais émotive, qu'il ne ferait qu'aggraver la situation, et que j'avais expressément demandé à ce qu'il n'interrompe pas la cérémonie. Adrien lui a montré les messages, si Nora voulait être tranquille, elle me répondrait quand même. Elle a éteint son téléphone. Ma femme est enceinte de 38 semaines. Pourquoi l'avoir laissé éteindre son téléphone? Thomas s'est approché après avoir remarqué l'altercation. Adrien, ta belle-mère a dit que l'on s'occupait de Nora. Par qui? Mon père a regardé Marion. Cette hésitation a révélé à Adrien tout ce que les assurances de ma mère tentaient de cacher. Il a vérifié la pièce de préparation, les toilettes à proximité et le hall public. Personne ne m'avait vu partir par la réception. Lorsqu'il a posé la question à Léla dès la première pause de la cérémonie, elle a répété la même explication, maman a géré la situation. Adrien a cessé de demander à ma famille la permission de s'inquiéter. Il a trouvé Rachel Kim, la directrice des opérations de l'hôtel Brie-et-Glen, et lui a dit que sa femme, enceinte à terme, avait disparu à l'intérieur de l'hôtel. Rachel n'a pas discuté avec lui et ne lui a pas demandé de protéger le mariage. Elle a demandé des faits. Quand m'avait-il vu pour la dernière fois? Qui m'accompagnait? Par quelle entrée étais-je passé? Avais-je mon téléphone?
Adrien lui a montré les messages et a expliqué que le style ne me correspondait pas. Rachel a vérifié le système de l'hôtel. Il n'y avait aucune trace de mon départ par une sortie surveillée pour les invités. Elle a ensuite visionné les caméras couvrant le couloir de service devant la zone de préparation. Les images montraient ma mère marchant à mes côtés vers la partie sécurisée de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, Marion était revenue seule. Elle tenait un objet qu'Adrien a identifié comme mon téléphone. Rachel a extrait l'historique des accès temporaires. Un badge avait ouvert le débarras du mariage peu après que Marion et moi étions entrés dans le couloir. Ce badge était attribué à ma mère. Il n'y avait aucun enregistrement montrant que la porte avait été rouverte depuis. Rachel n'a pas perdu de temps à confronter Marion. Elle a pris le pass d'accès général de l'établissement et a guidé Adrien dans le couloir de service. À ce moment-là, je ne pouvais plus tenir debout. J'étais allongé sur le côté près de la porte, une main sous mon abdomen et l'autre tendue vers la fine lisière de lumière sous le seuil. Ma respiration semblait lointaine. Les applaudissements de la salle de cérémonie me parvenaient par intermittence. J'ai cru entendre Adrien m'appeler, mais je ne savais pas si ce son était réel. La dernière chose dont je me souviens est le sol froid contre ma joue. Puis le verrou s'est libéré. Rachel a ouvert la porte et m'a trouvé inconsciente. Adrien a vu le sang en premier. Pendant une seconde de stupeur, il est resté immobile. Puis il s'est agenouillé près de moi tandis que Rachel appelait les secours et ordonnait au personnel de libérer l'entrée de service. Elle a indiqué au répartiteur que j'étais à terme, inconsciente, que je saignais et que j'avais été retrouvé à l'intérieur d'une pièce sécurisée. Les ambulanciers sont arrivés par l'entrée latérale que ma mère avait voulu utiliser pour éviter d'embarrasser le mariage. Sauf que cette fois, ils n'arrivaient pas discrètement. Le personnel de l'hôtel bloquait le couloir. Les invités commençaient à poser des questions. La cérémonie ne pouvait plus être isolée de ce qui venait de se produire à quelques pièces de là. Alors que les ambulanciers me soulevaient sur une civière, Adrien a tenté de les suivre. Rachel l'a arrêté juste le temps de poser une question, a-t-elle été placée dans cette pièce de son plein gré? Non, a-t-il dit. Elle essayait de m'appeler. Rachel a regardé la porte verrouillée, l'historique d'accès sur sa tablette et le sang sur le sol. Elle a sauvegardé les images du couloir. Elle a sécurisé les registres d'accès. Puis elle a fait un rapport indépendant à la police. Au moment où l'ambulance a quitté le Brie-et-Glen, la décision que ma mère me supplierait plus tard de ne pas prendre n'était déjà plus entre ses mains. Je ne me souviens de rien concernant le trajet en ambulance. Tout ce que j'en sais m'a été raconté plus tard par Adrien, par le rapport des ambulanciers et par les médecins qui m'ont soigné. L'ambulance est arrivée à l'hôpital alors que j'étais toujours inconsciente. Ma tension artérielle chutait, les saignements s'étaient intensifiés et le moniteur fœtal indiquait que mon bébé était en détresse. L'équipe d'obstétrique a diagnostiqué un décollement placentaire. Une partie du placenta s'était détachée de la paroi utérine, ce qui bloquait l'apport d'oxygène à mon bébé. Alors que je continuais à perdre du sang, il n'était plus temps d'attendre que le travail progresse naturellement. J'ai été emmené pour une césarienne d'urgence tandis qu'une autre équipe se préparait à traiter l'hémorragie. Adrien est arrivé quelques instants plus tard, mais les portes de la salle d'opération s'étaient déjà refermées. Il m'a dit après coup que ces portes étaient le premier obstacle qu'il ait jamais eu envie de détruire. Il est resté assis dehors, du sang sur la manche pour s'être agenouillé près de moi dans le débarras. Personne ne pouvait lui dire s'il était sur le point de perdre sa femme, son enfant, ou les deux. Notre fille est née pendant que j'étais encore inconsciente. Elle a été immédiatement transférée au service de néonatologie pour être stabilisée et surveillée. Je suis resté au bloc opératoire pendant que les médecins contrôlaient l'hémorragie. Des heures plus tard, je suis arrivé au moment à l'hôpital par lequel cette histoire a commencé. Ma mère m'avait déjà demandé de ne pas appeler la police. Mon père et Léla se tenaient derrière elle, et je venais de poser la question à laquelle aucun d'eux ne répondait, « Où est mon bébé ?» Adrien s'est approché de mon lit. « Élise est vivante ?» a-t-il dit. « Elle est en soins néonatales, mais elle est stable. » Tout mon corps s'est figé. « Vivante ?» a-t-il répété en hochant la tête, prenant ma main avec précaution. « Elle a besoin de surveillance, mais elle s'en est sortie. » Le soulagement a été si violent qu'il en est devenu douloureux. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré, pas calmement ni avec élégance, mais avec tout le corps tremblant sous la couverture de l'hôpital. Pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien d'autre dans cette chambre. Pas de mariage, pas de porte verrouillée,
pas de police, seulement la certitude que ma fille était en vie. Puis Adrien a regardé ma mère et Marion, c'est déjà trop tard. Rachel a signalé la séquestration avant le départ de l'ambulance. L'hôtel a conservé les images du couloir et les registres d'accès, et j'ai toujours chaque message que vous avez envoyé depuis le téléphone de Nora. La pièce est devenue silencieuse. C'est ce qu'il savait. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Thomas a baissé les yeux. La bouche de Léla s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Marion a été la première à se ressaisir. Je ne l'ai pas séquestrée, a-t-elle dit. Je l'ai installée dans un endroit calme parce qu'elle paniquait. La voix d'Adrien est restée calme et maîtrisée, elle a été retrouvée inconsciente derrière une porte verrouillée. J'allais revenir. Vous avez pris son téléphone pour qu'elle puisse se reposer. Vous vous en êtes servi pour me dire de ne pas la chercher. Marion m'a regardé, cherchant en moi la fille qui avait toujours adouci la vérité pour elle. Nora, j'ai pris une mauvaise décision sous la pression. Je pensais que si tout le monde restait calme, je pourrais gérer la situation sans gâcher le mariage de ta sœur. Tu as vu le sang. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Je t'ai dit que j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Tu avais peur. J'étais en train d'accoucher. Je le comprends maintenant. Non, ai-je dit, tu le comprenais déjà à ce moment-là. C'est pour ça que tu as pris mon téléphone. Son expression s'est crispée. J'essayais de protéger la famille. Cette réponse a fait plus de mal que si elle avait admis qu'elle s'en fichait tout simplement. Ma mère croyait avoir protégé la famille. Elle avait protégé la salle de réception, les fleurs, les photographies et le programme. Elle avait protégé l'image d'elle-même capable de gérer tous les problèmes sans humiliation publique. Mon bébé et moi n'avions pas été inclus dans ce qu'elle considérait comme digne d'être protégé. Léla s'est avancée, je ne savais pas qu'elle t'avait enfermé là-dedans. Mais tu savais que je saignais. Je savais que tu ne te sentais pas bien. Tu m'as vu demander Adrien. Maman a dit qu'elle gérait, et ça t'a suffi. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais sur le point de me marier. J'étais sur le point d'avoir un bébé. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Non, tu as juste décidé que tu n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle avait fait. Thomas s'est interposé entre nous, comme si sa position physique pouvait transformer cette confrontation en quelque chose de plus équilibré. Nous sommes tous bouleversés, a-t-il dit. Ta mère a commis une terrible erreur, mais vous disputez pendant que tu te remets Ned personne. J'ai regardé l'homme que j'avais passé ma vie à considérer comme le parent le plus gentil. Une erreur, c'est oublier de passer un coup de téléphone. Elle a envoyé des messages en se faisant passer pour moi. Nora, quand Adrien a demandé où j'étais, qu'as-tu fait? Son silence a répondu avant lui. J'ai fait confiance à ta mère. Tu lui fais toujours confiance quand lui faire confiance te dispense de me protéger. Marion a commencé à pleurer. Je l'avais déjà vue pleurer auparavant. Habituellement, c'était le moment où tout le monde arrêtait de parler de ce qu'elle avait fait pour commencer à la consoler. Cette fois, personne n'a bougé. Une infirmière est entrée après avoir entendu nos voix s'élever et a demandé à ma famille de sortir. Marion a essayé d'insister sur le fait qu'elle était ma mère, comme si cette relation lui donnait un accès automatique à ma chambre d'hôpital. J'ai dit à l'infirmière que je voulais qu'on les fasse sortir tous les trois. Ces mots résonnaient de manière étrange dans ma bouche. Ma mère m'a fixé, tu ne peux pas penser cela. Si. Nora, s'il te plaît, pense à ce que tu fais à cette famille. J'ai regardé Adrien, puis l'espace vide à côté de mon lit où j'aurais voulu qu'Élise soit. J'y pense. Après leur départ, un obstétricien m'a expliqué ce qui s'était passé. Le décollement en lui-même ne pouvait pas être attribué uniquement à l'enfermement. Il aurait pu se produire quel que soit l'endroit où je me trouvais, mais le retard avait permis au saignement et à la détresse fœtale de se poursuivre sans intervention médicale. Si j'étais arrivé à l'hôpital dès l'apparition des symptômes, les médecins auraient eu plus de temps et d'options. Personne ne pouvait encore promettre qu'Élise avait échappé à des séquelles permanentes. Elle aurait besoin d'une observation continue et d'examens de suivi. Je devais également faire face à une longue convalescence physique après l'opération et la perte de sang. Le médecin m'a présenté ces faits avec précaution, mais une phrase est restée gravée dans mon esprit, une intervention plus précoce aurait réduit les risques. Ma mère n'avait pas créé l'urgence de toute pièce. Elle avait choisi de m'empêcher de recevoir de l'aide pendant que celle-ci se déroulait. Le lendemain, Adrien m'a emmené voir Élise.
J'étais encore assez faible pour avoir besoin d'un fauteuil roulant. Chaque mouvement tirait sur mon incision, mais je l'ai à peine remarqué dès que je l'ai vue dans l'unité de néonatologie. Elle paraissait incroyablement petite sous les moniteurs. Un bracelet d'identification de l'hôpital entourait sa cheville. Un autre bracelet autour de mon poignet contenait les informations correspondantes qui m'identifiaient comme sa mère. J'ai passé ma main à travers l'ouverture et j'ai touché ses doigts. Ils se sont refermés sur les miens. C'est à ce moment-là que tout le poids de ma décision m'est apparu clairement. Jusqu'alors, une partie de moi pensait encore comme la fille de Marion. Je m'inquiétais de l'enquête, de ce que diraient les proches, de la possibilité que ma coopération envoie ma mère en prison, et de savoir si on m'accuserait de détruire la famille. Mais Élise n'avait pas besoin que je sois une bonne fille pour Marion. Elle avait besoin que je sois sa mère. Je ne pouvais pas lui enseigner que l'amour consistait à protéger les personnes qui la mettaient en danger. Je ne pourrais pas lui dire un jour que la loyauté familiale exigeait le silence, tout en lui demandant de me faire confiance pour sa propre sécurité. La police n'a pas exigé de déclaration immédiate de ma part. Le rapport de Rachel, les images de sécurité et les registres d'accès s'étaient déjà révélés suffisants pour lancer l'enquête. Cela m'a laissé le temps de récupérer avant de décider de mon niveau de coopération. Ces preuves signifiaient également que ma mère ne pouvait plus contrôler ce que les gens croyaient. Les enregistrements du couloir la montraient me guidant vers la zone sécurisée de l'hôtel. Il la montrait revenant seule avec mon téléphone à la main. Le système d'accès avait enregistré son badge temporaire ouvrant le débarras. Aucun autre accès n'avait été enregistré jusqu'à ce que Rachel déverrouille la porte. Le programme de la cérémonie établissait combien de temps j'étais resté disparu pendant que la famille poursuivait le mariage. Le téléphone d'Adrien conservait chaque message que Marion avait envoyé en usurpant mon identité. Les horodatage correspondaient à la période où je frappais à la porte et appelais à l'aide. Mon téléphone a été retrouvé éteint parmi les affaires sécurisées du mariage. Chaque choix avait un horodatage. Ma mère pouvait appeler cela de la panique. Elle pouvait parler de confusion ou d'une tentative de me garder calme. Les registres montraient un enchaînement d'actes, elle a pris mon téléphone, elle a verrouillé la porte, elle a envoyé le premier faux message, elle a rejeté l'appel d'Adrien, elle a envoyé un autre message lui disant de ne pas me chercher, elle a éteint le téléphone, elle est retournée au mariage. À chaque étape, elle aurait pu faire marche arrière. Elle ne l'a pas fait. L'enquête a également permis de retrouver un message que Léla avait envoyé à Marion avant le mariage, « S'il te plaît, ne laisse pas la grossesse de Nora arrêter la cérémonie. Je ne peux pas supporter que tout tourne encore autour d'elle. » Cela ne prouvait pas que Léla avait demandé à notre mère de m'enfermer dans une pièce. Elle n'avait ni anticipé ni demandé cela. Mais cela expliquait ce que Marion pensait protéger. Quand j'ai confronté Léla à propos de ce message, elle s'est immédiatement défendue. « J'étais nerveuse », a-t-elle dit au téléphone. « Je ne voulais pas que maman te fasse du mal. Tu lui as demandé d'empêcher ma grossesse d'interrompre le mariage. Je voulais dire qu'elle devait garder les choses calmes. Tu savais que je n'allais pas bien et tu n'as pas vérifié. J'ai fait confiance à maman. Moi aussi. Je suis désolé. » Sa voix s'est brisée et, pendant un instant, j'ai entendu ma petite sœur plutôt que la mariée qui avait choisi sa cérémonie au détriment de ma sécurité. Puis elle a ajouté, « Mais impliquer la police ne fait qu'aggraver les choses. » Cela a effacé la petite ouverture que ses excuses avaient créée. Plus grave pour qui? C'est notre mère. Et Élise est ma fille. Tu n'es pas obligé de lui pardonner. Je te demande seulement de réfléchir à ce qu'une accusation criminelle pourrait engendrer. J'ai réfléchi à ce que ses choix avaient failli causer. Léla a continué à parler, mais je n'avais plus besoin de défendre ma vision de ce qui s'était passé. J'ai raccroché. Mon père a essayé à son tour. Thomas est venu me voir après mon retour à la maison, bien qu'Adrien soit resté dans la pièce. Mon père apportait des fleurs et une enveloppe contenant une lettre de Marion. Il paraissait plus vieux qu'au mariage. « J'aurais dû m'assurer que tu allais bien », a-t-il dit. « Oui. Je croyais que ta mère savait où tu étais. » Elle le savait. Ses yeux se sont baissés vers le sol. « Je veux dire, je croyais que tu étais en sécurité. Tu as cru ce qui te permettait le plus facilement de rester en dehors de tout ça. » Il n'a pas contesté. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait enfin accepter ce que sa passivité avait provoqué. Puis il a posé la lettre de Marion sur la table. « Elle a peur, Nora. » Moi aussi, j'ai eu peur.
Elle pourrait aller en prison. J'aurais pu mourir. Je sais. Élise aurait pu mourir. Je le sais aussi. Mais tu es quand même venu ici pour me demander de la protéger. Je suis venu demander de la clémence. Je l'ai regardé attentivement. Où était ta clémence quand Adrien t'a demandé où j'étais? Son visage s'est crispé. J'ai fait une erreur. Tu as fait le même choix que tu as fait toute ma vie. Tu as laissé maman décider de ce qui était vrai, parce que la contester aurait perturbé la paix générale. Tu n'as jamais voulu que je sois blessé, mais tu as toujours été prêt à me laisser absorber la souffrance si cela permettait de maintenir tout le monde uni. Il s'est mis à pleurer alors, doucement et sans réclamer de réconfort. Son regret était réel. Il n'était simplement pas suffisant pour le rendre fiable. Je lui ai dit que j'avais besoin de distance. Il a laissé la lettre de Marion derrière lui, mais je ne l'ai pas ouverte ce jour-là. Au cours des semaines suivantes, des membres de la famille m'ont contacté pour me faire différentes versions de la même demande. Certains me rappelaient que Marion avait été une mère dévouée. D'autres disaient qu'elle avait paniqué. D'autres encore m'avertissaient que coopérer humilierait toute la famille et détruirait à jamais les souvenirs de mariage de Léla. Personne ne pouvait expliquer pourquoi préserver ces souvenirs exigeait que je taise le fait d'avoir failli perdre mon enfant. Pourtant, leurs mots touchaient la partie la plus vulnérable de mon être. J'avais été conditionné à croire que le conflit devenait de ma faute dès l'instant où je refusais de céder. La nuit, je restais éveillé à me demander si je devais édulcorer ma déclaration. J'imaginais ma mère au tribunal. J'imaginais mes proches se détourner de moi. J'imaginais les fêtes de fin d'année sans mes parents ni ma sœur. Puis je me rappelais la porte du débarras. Je me rappelais mes appels à l'aide tandis que la musique continuait de l'autre côté du mur. Adrien ne m'a jamais dit quelle décision prendre. Si tu ne veux pas coopérer, je respecterai cela, m'a-t-il dit. Si tu le fais, je serai à tes côtés. Mais ce choix doit t'appartenir, pas à eux, ni à moi. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je dirais la vérité. Ce n'est pas la même chose que de décider si ta mère doit être punie. Non, a-t-il dit, mais ce n'est pas toi qui décides de sa peine. Tu décides simplement d'apporter la vérité aux personnes responsables de cette décision. J'ai regardé Élise, qui dormait dans le berceau à côté de nous. Le bracelet de l'hôpital avait été retiré de sa cheville, mais je l'avais gardé avec le mien. 2 bracelets assortis, un lien unique, une seule responsabilité. Je ne capitulerai pas. J'ai fourni ma déclaration officielle. J'ai décrit les contractions, les saignements, ma demande de soins médicaux, la confiscation du téléphone et le bruit de la porte se verrouillant. J'ai décrit les paroles de ma mère disant qu'elle ne me laisserait pas interrompre la cérémonie. J'ai autorisé la communication légale des dossiers médicaux pertinents et des données téléphoniques. Je n'ai pas exagéré. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient suffisamment graves. Une fois ma déclaration terminée, je m'attendais à me sentir comme si j'avais trahi ma famille. Au lieu de cela, j'ai ressenti du chagrin. Il y avait une différence. La trahison aurait signifié que j'avais bafoué quelque chose de sincère et de protecteur. Le chagrin signifiait que j'acceptais enfin que ce que je pensais posséder n'existait plus. Marion a été inculpée en vertu des lois de l'État pour séquestration criminelle et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Son avocat a d'abord soutenu qu'elle m'avait proposé un endroit calme pour me reposer et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer de préjudice. Les registres d'accès et les faux messages ont rendu cette explication impossible à soutenir. Une personne qui pensait que je me reposais de mon plein gré n'aurait pas eu besoin d'usurper mon identité. Une personne qui avait l'intention d'aider n'aurait pas empêché mon mari de me trouver. Une personne ayant pris une décision dictée par la panique n'aurait pas continué à prendre de nouvelles décisions pour la dissimuler. Marion a finalement plaidé coupable. La sentence comprenait une peine d'emprisonnement ferme, une liberté surveillée après sa libération, le versement de dommages-intérêts et une ordonnance de protection interdisant tout contact avec moi et Élise. Il n'y a pas eu de confession théâtrale au tribunal. Ma mère n'est pas soudainement devenue une autre personne. Dans sa déclaration, elle a exprimé des regrets pour le danger médical encouru et a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais elle a également parlé de la pression du mariage, de l'argent investi par notre famille et de la panique qu'elle avait ressentie lorsque tout menaçait de s'effondrer. Même au moment de s'excuser, elle est restée concentrée sur l'événement qu'elle avait tenté de préserver. Le mariage a survécu. Notre famille, non.
le Briey-Glenn a pleinement coopéré à l'enquête. L'hôtel a conservé ses dossiers, révisé ses procédures d'accès et renforcé les restrictions sur l'utilisation des badges temporaires. Rachel n'a jamais cherché à s'immiscer dans notre conflit familial. Elle avait simplement compris qu'une femme enceinte inconsciente retrouvée derrière une porte verrouillée exigeait de protéger les preuves. Son professionnalisme a accompli ce que mes proches s'étaient refusés à faire. Il a permis à la vérité d'exister en dehors du contrôle de Marion. Léla est restée mariée, mais elle a admis plus tard que chaque fois qu'elle regardait ses photos de mariage, elle se souvenait de l'endroit où je me trouvais pendant qu'elles étaient prises. Elle m'a envoyé plusieurs excuses écrites. Dans l'une d'elles, elle reconnaissait qu'elle savait que je souffrais et qu'elle avait choisi de ne pas vérifier si j'étais en sécurité. Je croyais qu'elle était désolée. Mais je me rappelais aussi que sa première réaction avait été de protéger Marion et le mariage. J'ai accusé réception de ces lettres, mais je n'ai pas repris contact. Thomas est resté avec ma mère. Ses excuses ultérieures ont été plus sincères que les premières, et il a admis que son refus de s'opposer à Marion avait contribué à créer le système familial qui m'avait mis en danger. Mais il a continué à demander si l'interdiction de contact pourrait un jour être assouplie. Il voulait toujours une réconciliation avant que la sécurité n'ait été rétablie. J'ai maintenu mes distances. Couper les ponts n'avait rien d'un triomphe. Il y avait des jours où la version de ma mère que j'avais passé des années à espérer voir émerger me manquait. La gentillesse plus effacée de mon père me manquait, même après avoir compris le peu de protection qu'elle offrait. Léla me manquait, avant que chaque interaction ne devienne une façon de mesurer laquelle des deux sœurs importait le plus. Mais regretter quelqu'un ne le rendait pas digne de confiance. Le pardon, s'il venait un jour, ne rétablirait pas automatiquement l'accès à ma vie. Ma convalescence physique a pris des mois. L'incision a guéri avant la peur. Les portes closes faisaient s'accélérer mon rythme cardiaque. Un téléphone éteint pouvait me renvoyer instantanément dans ce débarras avant même que je ne comprenne ce qui avait déclenché le souvenir. J'ai commencé un suivi professionnel pour traumatisme et j'ai appris que guérir n'exigeait pas que je minimise ce qui s'était passé. Adrien m'a soutenu sans chercher à surveiller chacun de mes mouvements. Il me demandait ce dont j'avais besoin au lieu de décider à ma place. Quand j'étais en difficulté, il me rappelait qu'accepter de l'aide n'était pas synonyme d'abandonner le contrôle. Élise est restée sous observation médicale. Après sa sortie de néonatologie, chaque rendez-vous de suivi m'effrayait. J'observais les expressions des médecins, m'attendant à ce que quelqu'un n'identifie une conséquence permanente du manque d'oxygène et du retard de prise en charge. Aucune lésion neurologique permanente n'a été détectée. Elle est devenue plus forte. Ses mouvements sont de plus en plus assurés. Ses pleurs ont rempli notre maison. Elle a pris l'habitude de serrer l'un de mes doigts pendant son sommeil, tout comme elle l'avait fait lorsque je l'avais touchée pour la première fois en néonatologie. Sa survie n'a pas effacé ce qui s'était passé. Elle m'a donné la chance de m'assurer que ce schéma s'arrêtait avec moi. Un soir, des mois après le mariage, j'étais assise sur le canapé de notre salon, Élise posée contre ma poitrine. Les 2 bracelets d'identification de l'hôpital étaient conservés dans une petite boîte sur la table. Mon téléphone reposait à côté d'eux, pleinement chargé et à portée de main. Adrien a vérifié la porte d'entrée avant de passer dans la cuisine. Pendant un instant, j'ai fixé le verrou. Puis je me suis levé prudemment, soutenant Élise contre mon épaule, et je me suis dirigé moi-même vers la porte. J'ai tourné le verrou de l'intérieur. Le son était le même genre de déclic mécanique discret que j'avais entendu au Briey-Glenn. Mais cette porte appartenait à ma maison. Mon téléphone était à ma portée. Ma fille était en sécurité dans mes bras. Et cette fois, le verrou ne me privait pas de mon choix. Il me protégeait.